Ce soir, nous avons comme sujet en première partie la carrière réussie. J'écoutais une chanson en descendant au Holiday Inn et puis on disait on perd ses vies à la gagner. On travaille toute une vie à essayer de traverser la survie et évidemment le travail, la finance qui va avec, représente généralement le seul moyen qu'on a de réussir sa vie. Donc ce soir, nous accueillons Bernard de Montréal pour nous parler de l'importance, la valeur et de l'impact de la carrière dans notre vie. Bernard de Montréal. Oui, on vient déjà avec de cette musique-là. Il y a quelqu'un parmi vous autres qui est créatif, là. Faites-en une nouvelle cassette. Bernard, pour amorcer la soirée, les gens travaillent toute une vie à essayer de se donner un mieux-être et réussir leur vie souvent à travers leur travail, surtout les hommes en particulier. J'aimerais que vous nous donniez votre approche par rapport à l'importance qu'il faut accorder au travail et évidemment à la carrière que les gens se fixent à un moment donné. Question courte. La réponse? Ça peut être très long. D'abord, pour l'homme en général, sur le plan matériel, le travail, c'est un karma. Dans le sens que l'homme travaille à travers ce qu'on appelle un talent. L'homme utilise son talent, ses talents. Puis, les talents font partie de l'expérience accumulative de l'âme. Donc, quand je dis que pour l'homme, le travail, c'est un karma, je veux dire que l'homme n'est pas arrivé à un point où le travail est devenu pour lui une source créative de sa conscience. C'est plutôt une manipulation mécanique de son mémoriel, de son talent. Donc, ça fait partie de son expérience de vie. Ça fait pas partie de sa puissance créatrice. Et comme ça fait pas partie de cette puissance créatrice, ça force l'homme à vivre son travail par rapport à des conditions extérieures à lui-même, au lieu de vivre son travail en fonction de conditions intérieures à lui-même que lui impose dans le monde. De sorte que le travail, pour l'être humain, est une condition existentielle de sa vie. C'est une condition qui est très difficile et qui le force constamment à vivre un genre de stress à cause de la nécessité de la survie. Et la façon dont est structuré notre monde, nos sociétés, la façon dont se dynamisent nos économies sociales, mondiales, gouvernementales, nationales, régionales, ainsi de suite, force l'individu à travailler, non pas parce que ça fait partie de sa vibration réelle, consciente, mais parce que ça fait partie d'un talent qu'il a développé au cours de ses jeunes années ou qu'il a appris à reconnaître au cours de son expérience. Et le travail ne le soutient pas à 100%. Il y a des gens qui travaillent, pour eux autres, ça les soutient 25%. Il y en a d'autres, c'est 50%. Il y en a, ceux qui sont chanceux, 70, 75%. Mais l'homme a toujours l'impression qu'il travaille.
Et l'être humain ne devrait pas travailler dans le sens karmique du terme. L'être humain devrait travailler dans le sens créatif du terme. Mais ça nécessite une transformation profonde de son être. Ça nécessite une capacité de régler dans sa conscience beaucoup de choses qui font de lui un être fondamentalement insécure et aussi un être qui fonctionne par rapport à des normes sociétales qui lui enlèvent l'individualité profonde de sa conscience travailliste pour ne lui laisser que la superficialité d'une conscience travaillante, mais mécaniquement. Vous dites que les individus naissent avec des talents et que finalement les objectifs qu'ils peuvent se fixer au cours de leur vie sont fondés sur un karma et par conséquent leur talent. Est-ce qu'il est possible d'identifier un bien-être à se réaliser dans un talent? Quand vous parlez de se réaliser à 25%, ou... Oui. Il y a des gens qui vivent assez bien leur talent, mais ce que l'homme ne réalise pas, c'est que le talent est seulement une facette de sa conscience créatrice. Autrement dit, c'est comme si je disais l'homme a deux choix de vie. Il peut vivre au niveau de l'âme, au niveau du mémoriel, au niveau de l'ego, ou l'homme peut vivre au niveau de son esprit, de son essence. S'il vit au niveau de son esprit, c'est très, très possible que ce qu'il fait en tant qu'être talentueux soit totalement amené à une autre échelle. Un homme, par exemple, je peux prendre ma situation comme exemple. Moi, j'ai fait des études universitaires aux États-Unis, j'ai étudié le génie, ainsi de suite, génie électrique. Puis aujourd'hui, je suis rendu à faire des conférences. Puis je parle d'une science qui couvre énormément d'aspects de la conscience humaine. Donc, c'est deux mondes totalement différents. Donc, sur le plan de talent, bon, probablement que j'aurais pas été un bon ingénieur. Mais sur le plan créatif, ça m'a amené à fonctionner d'une autre façon, en fonction d'une autre vibration. Donc, ça m'a amené à vivre un déchirement par rapport à ce que moi, en tant que personne, ou personnalité, je pouvais concevoir comme étant un aspect de mon talent pour découvrir plus tard un autre aspect de cette conscience créatrice-là. Est-ce que vous sous-entendez qu'un être talentueux n'est pas nécessairement créatif, même s'il a, je dirais, beaucoup de résultats dans le sens financier ou dans le sens social du terme avec son talent? Un être qui vit au niveau du talent, même s'il est très, très talentueux, vit toujours une expérience d'âme. Qu'est-ce que c'est une expérience d'âme? Une expérience d'âme, c'est une expérience qui fait en sorte que le travail, tu sais jamais où il te mène. Tu sais pas où il te mène. Tu peux être médecin, tu peux avoir une carrière en droit, tu peux avoir tu peux avoir un métier en plomberie, tu peux avoir un métier quelconque ou une profession quelconque, mais c'est la profession qui te mène. C'est pas toi qui mène ta profession. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens vivent tellement de burn-out aujourd'hui. Dans des conditions de plus en plus contraignantes dans nos sociétés, un type qui travaille dans une grosse boîte, par exemple, je prends comme exemple Hydro-Québec, même si c'est un ingénieur, il est obligé de subir dans cette grosse boîte-là des conditions, des contraintes psychologiques, psychiques. Il y a des architectes que je connais, moi, qui ont beaucoup de talent et qui ne peuvent pas véhiculer leur énergie créatrice parce que les normes de l'association des architectes ou les normes sociales leur imposent des contraintes. J'ai fait dessiner, par exemple, dernièrement, un plan pour un projet que je suis en train de faire. Puis, le type qui est venu à notre bureau, je lui ai dit, la seule chose que je veux dans le plan que je veux faire, c'est que tu me fasses des curves. Je veux pas voir des angles, je veux pas voir de l'angularité. Fais-moi des curves. Fait qu'il est parti avec ce principe-là. Puis il m'a fait des édifices absolument extraordinaires. Puis il a jamais bénéficié dans ses relations de travail avec des gens de cette liberté de travailler. Tout ce que j'ai dit, fais-moi des curves. Je veux voir des curves d'un building. Je veux pas voir des angles droits, frettes. Puis laisse-toi aller.
Donc, le type, il aime travailler. Fait qu'il travaille plus. Tandis qu'avant, il travaillait. Bon, mais j'aimerais que vous faisiez la nuance là-dessus, parce que la créativité et le talent ont l'air de se rencontrer là. La créativité et le talent se rencontrent avec cette différence. Que quand tu es créatif, tu ne peux pas être imposé de conditions extérieures à toi-même. Si tu es imposé des conditions créatives, des conditions extérieures à toi-même face à ta créativité, tu es obligé de vivre ta créativité sur le plan talentueux, c'est-à-dire sur le plan de la vibration de l'âme. Si tu vis ta créativité sur le plan de l'esprit, tu peux pas être imposé une limitation. Il n'y a pas un homme qui est moindrement conscient qui va vivre une limitation ou une contrainte extérieure à lui-même venant d'une conscience sociale totalement évolutive. Mais est-ce que vous dites que les gens qui ont une attitude créative face à leur travail ne prennent aucun engagement? Si vous parlez de contraintes, là, souvent les gens qui ont du talent s'engagent socialement avec un certain engagement, évidemment. Les gens qui ont du talent s'engagent socialement parce qu'ils sont obligés socialement de répondre à des besoins en fonction de leur survie. Les gens qui s'engagent socialement en fonction de leur travail le font parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Ils le font pas parce que ça fait partie de leur puissance intérieure. Donc, automatiquement, ils vivent une contrainte. Les gens, il y a un type qui me disait dernièrement, bon, mais là, dernièrement, j'ai trouvé une bonne job, je travaille pour une grosse boîte, je fais ce que je veux. J'ai dit, sais-tu pourquoi est-ce que tu fais ce que tu veux? Parce que la grosse boîte, présentement, a besoin de toi pour avoir de nouvelles idées. Mais aussitôt que les idées vont être faites, que tu vas avoir monté ce qu'ils ont de besoin, tu pourrais faire ce que tu veux. Là, ils commencent à s'inquiéter. Puis c'est toujours comme ça. Fonctionnement créatif à l'intérieur de ça aurait été quoi? Le fonctionnement créatif à l'intérieur de... Quand je parle de créatif, là, je le parle dans mon sens. Je le parle pas dans le sens là qui est défini sur le plan de la créativité par les intellectuels de l'Université de Montréal. Okay. Quand je parle de créativité, je parle de la capacité mentale de l'homme d'exercer son droit à pouvoir instantanément reviser la qualité mentale de sa projection créative en fonction de ses besoins internes et non en fonction des besoins externes de la société. Des besoins internes, donc personnels? Non, internes. Interne, ça veut dire faisant partie de la connexion esprit-ego. Donc, c'est pas des besoins égoïques, là. C'est pas des besoins égoïques, c'est des besoins internes. Okay. Qui font partie de la connexion à quelque niveau que ce soit entre ton esprit, ta source mentale et ton ego. Est-ce que ça sous-tend que cette source mentale est consciente de l'échange à générer ou à engendrer avec son environnement? La source mentale est toujours consciente de tout parce que la source mentale en elle-même est infinie. Anyway, c'est à l'ego d'en arriver à pouvoir bénéficier ou supporter ou canaliser la source mentale. Un homme qui a une capacité très, très vaste de canaliser cette source mentale en arrive à pouvoir faire sur le plan matériel en fonction de sa créativité. Tout ce que cette source mentale-là peut déverser en lui. Il n'y a plus de limite. Mais l'homme fonctionne pas comme ça. L'homme est, à cause de son ego, puis à cause de son insécurité ou de ses insécurités, à cause de la survie, à cause de la nécessité de plaire pour maintenir ou garder sa paye en fin de semaine ou sa job, il est obligé constamment de vivre des contraintes. Puis ces contraintes-là vont à l'encontre des lois de son esprit, mais font partie du karma de l'âme. OK. Le portrait de votre gars là, qui a monté une structure dans l'entreprise et qui a finalement exercé un talent dont vous avez fait montre tout à l'heure et qui, évidemment, vit de l'inquiétude une fois que son produit a été livré. L'approche créative de ça, est-ce que vous pourriez nous faire un scénario du même bonhomme là, qui est dans l'entreprise, mais qui, lui, aurait un comportement, disons, créatif dans le sens que vous l'entendez? Un type comme lui, dans le même métier, qui travaillerait d'une fonction créatrice, d'une façon créative, il sera obligé de se lier ou de travailler avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que lui. Je ne vois pas que l'homme, aujourd'hui, puisse sortir du karma du travail. Ça fait partie de l'évolution de la race humaine, ça. Mais il y a des hommes qui lentement commencent à sortir du karma du travail.
Et ces hommes-là commencent à comprendre que travailler, ce n'est pas une fonction du besoin de la société, comme les sociologues le disent, mais que travailler fait partie de l'expression créatrice du mental humain en fonction des besoins esthétiques de l'esprit à travers la forme pour le mouvement de l'énergie, à travers l'ego, afin que l'homme ait le plaisir de créer. Je comprends pourquoi c'est difficile de créer. C'est pour ça que c'est difficile de créer, mais avec l'évolution de la conscience humaine, avec l'individualisation de l'homme, avec l'agrandissement de sa conscience, avec la destruction de son insécurité, l'homme va pouvoir en arriver à ça. Bon, je retiens une chose. Vous avez laissé sous-entendre qu'il est difficile d'être créatif dans une société telle que la nôtre à cause de la quantité de contraintes qui nous entourent. Est-ce que cela voudrait dire que être créatif pour se développer dans un travail quelconque veut dire qu'il y a là un état plus qu'un geste à poser? C'est plutôt un état avec un environnement qu'un geste sur un environnement. La créativité, c'est un état mental. Si l'homme aujourd'hui, si la civilisation humaine aujourd'hui devenait créative instantanément, elle détruirait la civilisation qui existe. Dans quel sens qu'elle la détruirait? Dans le sens que la civilisation qui existe aujourd'hui serait incapable de supporter la puissance et la dynamique de cette créativité. Je vous donne un exemple. Supposons qu'un type a la bosse des mathématiques, puis de la physique, puis de la chimie. Puis aujourd'hui, il y a un talent pour les mathématiques. Il y a une capacité mémorielle d'engendrer facilement la dynamique des nombres. Il fonctionne bien avec ça. Il va travailler dans une industrie. Donc, il va travailler dans une grosse boîte. Tu travailles pas, tu fais pas des mathématiques chez Steinberg. Bon, tu t'en vas d'une grosse boîte, une grosse multinationale. Qui fait quoi? Ben, elle peut faire de l'armement, elle peut faire de la recherche des pesticides, elle peut faire toutes sortes de choses. Bon, parce que la science est un effort extrêmement spécialisé de la conscience humaine. Mais le gars, s'il veut vivre de son talent, il va être obligé d'en faire des pesticides, ou il va être obligé d'en faire des bombes, ou il va être obligé d'en faire des buildings qui n'ont pas d'allure, ou il va être obligé de faire quelque chose. Mm-hmm. Moi, j'ai rencontré un homme une fois quand j'étais au Cap Canaveral. Un physiciste, un homme très, très brillant. Puis, j'avais dit, John, pourquoi tu travailles dans le domaine de la militarisation de la science? Puis, il me disait, la réponse qu'il m'a donnée, il dit, il dit, ça fait partie de mon talent, puis il dit, à part ça, il dit, je suis un patriote. OK. Fait qu'avec lui, j'ai dit, je vais faire une expérience avec toi. J'ai dit, imagine-toi, là, si tu vas dans ta tête, là, que tu parles à quelqu'un. Je dis, occupe-toi pas si c'est fou, c'est pas fou, là. J'ai dit, va dans ta tête, là, puis je vais te poser une question, puis attends que la réponse vienne. Mais quand elle vienne dans ta tête, la réponse, tu me le diras. Parle-moi pas de ça. Puis j'ai dit, demande dans ta tête, j'ai dit, pourquoi est-ce que t'es dans tel domaine? Puis, il a attendu. Puis quand il m'a répondu, il dit, c'est drôle, ça me dit dans ma tête que c'est pour le patriotisme. Après ça, j'ai dit, demande dans ta tête si c'est réel du patriotisme. Puis ça, il a répondu, c'est que ça faisait partie de son expérience. Puis là, à ce moment-là, il me dit, c'est drôle que je parle de même. Ah, c'est une minute. Fait que là, j'ai dit, va un petit peu plus loin. J'ai dit, demande donc dans ta tête s'il y a des forces, même si tu comprends pas comment ça marche. Là. J'ai dit, demande donc s'il y a des forces dans l'invisible qui peuvent te faire penser que ça fait partie du patriotisme pour toi de travailler comme scientifique dans une grosse multinationale américaine. Puis ça y a répondu oui. Puis sais-tu que ce gars-là, aujourd'hui, ne travaille plus dans ce domaine-là? Une fois que ça est ouvert à sa conscience, cette réalité-là, avec le temps, il est obligé de sortir. Puis j'ai reçu une lettre de lui, puis il me dit, Bernard, il dit,
la petite conversation qu'on a eue, il dit, ça l'a tout bouleversé ma vie, c'est pas des farces. Bouleversé ma vie. Puis aujourd'hui, il dit, ce que je fais, c'est ce que je veux faire. Puis ça, c'est une condition à l'échelle mondiale. Le travail karmique de l'homme fait partie de l'expérience de l'âme. L'expérience de l'âme est collective, est mondiale, ça fait partie de l'expérience d'humanité. L'expérience d'humanité construit, donc ça donne naissance à une civilisation. La civilisation qu'on a, c'est celle qui fait partie du karma existentiel de l'homme sur la Terre. Donc l'homme, un jour, va être obligé d'individualiser sa conscience, passer du plan de l'âme au plan de l'esprit, autrement dit au plan de l'intelligence pure, pour pouvoir finalement arrêter de travailler dans le sens karmique du terme, puis travailler d'une façon créative. Bon, l'aspect karmique du travail m'intéresse parce que il semblerait là qu'une carrière, une personne qui se développe un tracé, qui se crée des objectifs dans sa vie, semble le faire selon des critères, disons, qui sont, je dirais, karmiques, donc sentimentales, émotifs, en grande partie, pour des raisons à caractère large ou privé, et que c'est toujours la survie qui dicte les lois d'implication de l'individu. J'aimerais connaître si c'est strictement l'argent qui motive l'individu, le patriotisme ou des choses qui sont extérieures à lui, qui fait que son travail est karmique. Ça dépend des individus. Il y a des individus pour qui l'argent est important. Tu prends un jeune, je dis pas que c'est général, là, mais tu prends un jeune aujourd'hui, qui dit, bon, ben moi je m'en vais en médecine, ou je m'en vais en droit. Il s'en va-tu en droit pour la justice ou pour la jurisprudence ou pour la beauté de la jurisprudence? Il s'en va-tu en médecine pour l'importance du médical ou il s'en va-tu là-dedans pour des petites scènes plus la jurisprudence, plus la médecine? Autrement dit, tu peux pas dissocier... je dis pas que c'est nécessairement le cas pour tout le monde. Autrement dit, chaque individu a ses raisons. Pour un, ça peut être pour épater son père. S'il vient d'une famille pauvre, il est médecin, il est le seul big shot dans la famille. Il y a toutes sortes de raisons. Mais c'est karmique, ça. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. OK, correct. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ça fait partie du caractère. Ça fait partie des notions internes de ce qu'on ne sait pas de soi-même. Ça fait partie des pulsions intérieures. Okay. Et c'est ça qui fait que le travail est karmique. Tu trouves des gars aux États-Unis qui ont 40, 45, 50 ans, là. Puis, ils veulent plus travailler dans leur carrière parce que ils ont vu qu'est-ce que c'est le système. Ils ont vu que c'est un vampire, le système. Ils ont vu que les multinationales des corporations, c'est des vampires. Ils vont chercher de baisse, ils te payent pendant tant d'années. Puis quand tu arrives à un certain âge, ils te crissent là, point final, puis ils s'en vont chercher des jeunes. Puis toi, tu commences à mourir. J'ai rencontré un homme cette semaine, un millionnaire américain. Là, j'arrive là, justement du Tennessee un matin, aujourd'hui. Puis le gars, c'est un loner, il travaille tout seul. Puis il est tellement riche, le gars, c'est plus l'argent. Il est là à 8 heures le matin. Il vit, il dit, s'il arrêtait de travailler, là, il crèverait. Puis il a entièrement raison. Fait que ce qu'il tient, l'énergie qu'il tient dans son travail, c'est parce que il travaille plus. L'énergie qu'il tient. L'énergie qu'il tient dans son travail. C'est parce qu'il travaille plus. C'est parce qu'il travaille plus. Puis il est là 8 heures le matin. Ça fait longtemps qu'il est retiré. Ça fait peut-être 45 ans que financièrement, qu'il a fait sa fortune. Mais il est là le matin, puis pour lui, il est en vacances. Il est toujours en vacances. OK, donc il est créatif? Il est créatif, il fonctionne au niveau du pif. D'ailleurs, cette semaine, pour lui, ça a été une grande expérience parce que moi, j'étais allé là par affaire d'abord. Puis je suis rentré dans son char, puis il m'a amené au restaurant. Puis tout d'un coup, il a commencé à me parler de la mort de son fils, il y a bien des années, qui avait fait de la recherche au trésor dans le sud avec Lee Spencer. Puis là, il me regarde, puis il dit, comment ça fait que je te parle de ça? J'ai dit, je vais te conter une histoire qui est comique. J'ai dit, moi, je suis un homme d'affaires. J'ai dit, je ne pouvais pas y compter toute ma vie. Là, je suis un homme d'affaires, je suis en affaires. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis. Mais j'ai dit, sais-tu qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai dit, je donne des cours en parapsychologie. J'ai mis ça de même. J'ai dit, je donne des cours en parapsychologie. Il a tombé sur le cul, il a quasiment rentré son corps dans un arbre. Puis j'ai été là 2-3 jours.
On a fait un lien, là. Là, il me dit, parle-moi de la vie. Bon, j'ai dit, quelle vie que je... Veux-tu que je te parle de la tienne? Là, j'ai parlé de sa vie, j'ai parlé de son fils qui est mort, j'ai parlé de sa femme à New York, j'ai parlé de sa guidoune qu'il a là. J'ai parlé de sa vie. Le gars, il était bouche bée. Tellement que, quand je suis parti, là, il voulait que je rencontre quelqu'un, un de ses amis, là, qui arrivait, là. J'ai dit, je peux pas, j'ai dit, je m'en vais à Miami, là. Il s'est fait un lien. Pourquoi? Parce que le gars, c'est insensible, il a pif. Il dit, moi, quand je rencontre du monde, il dit, je ne sais pas comment, il dit, j'ai le pif. Quand je fais des deals, j'ai le pif. Fait que le pif, ça vient d'où? Ça vient de son esprit. Donc, ce que vous avancez, c'est que cet homme-là a brûlé son karma. Non, il l'a pas brûlé. Il n'a pas brûlé. Non, il l'a pas brûlé. Mais il y a de l'argent, il fait ce qu'il veut, il rentre à l'heure qu'il veut. Mais il est rendu à un point dans sa vie où il vit sa vie de travail créativement. Il est pas mécanique. Il est créatif. Il fonctionne totalement au niveau de son pif. Donc, dès qu'une personne fonctionne sur, on pourrait dire, un état de l'esprit. Un état de l'esprit. Que ce soit un niveau de même, ou un niveau de même, ou un niveau de même. Il est automatiquement créatif. Automatiquement, il rentre dans une créativité. Il n'y a pas de projet d'avenir. Mais il peut voir, il peut sentir, ça dépend des individus. Mais il fonctionne dans l'instantanéité. Tu peux pas y mettre des contraintes à ce gars-là. Parce que c'est trop fort, ça. Mais il comprend pas. Comme beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Les gens dans le monde, les gens dans le monde pour moi, il y a deux classes de travailleurs sur la planète. Il y a des travailleurs qui vivent un karma, puis il y a des travailleurs qui vivent au niveau de l'esprit dans leur travail. À un niveau suffisamment élevé pour que le karma disparaisse totalement de leur expérience. Les composantes de chacun. Celui qui vit son travail karmiquement, puis l'autre qui le vit dans l'esprit. C'est quoi les composantes de chacun? Celui qui vit son travail dans l'esprit a automatiquement une vision de lui-même par rapport à son travail. Il sait ce qui s'en va. OK. Tandis que celui qui vit son travail par rapport à l'âme, il sait pas ce qui s'en va. C'est le monde, c'est les conditions, les forces autour de lui qui le poussent dans une direction ou qui le poussent dans une autre direction. Celui qui vit au niveau de l'esprit, il n'y en a pas, à court ou à long terme, de problème de survie. Tandis que celui qui vit au niveau de l'âme, il y en a, à court ou à long terme, un problème de survie. Si c'est pas de la survie matérielle, ça va être une survie psychologique. Un gars qui travaille pour le gouvernement, qui est un bureaucrate, il n'y a pas de problème de survie matérielle, peut-être, parce que il est sécurisé jusqu'à 65 ans. Mais de 35 à 65 ans, il peut avoir un problème de survie psychologique, dans le sens que ce qu'il fait en tant que bureaucrate, c'est réellement nowhere. Il est pris, ouais. Là-dessus. Puis l'autre, celui qui a Tandis que celui qui vit au niveau de son esprit, il a 65 ans, 70 ans, 75 ans. Ça vibre tout le temps, cette affaire-là. Fait qu'éventuellement, la survie matérielle ou la survie psychologique, elle saute. Parce qu'il y a une force créatrice qui fait partie de l'homme, qui passe à travers l'expérience de l'âme. Donc, qui force l'individu à déastraliser son énergie, puis à la vivre, cette énergie-là, avec ses moyens, d'accord, en fonction d'une propulsion interne qui est totalement... qui huile sa machine tout le temps. Est-ce que cette propulsion interne, cette relation avec l'esprit, exige d'avoir déjà un compte en banque suffisamment étoffé pour pouvoir être créatif? Non. La créativité, ça n'a rien à faire avec le compte en banque. La créativité, ça fait partie d'une pulsion intérieure qui peut t'amener un jour, inévitablement, à un compte en banque. Mais la créativité qui fait partie de l'esprit, ça fait partie d'une intelligence qui n'est pas basée sur la mécanique égocentrique de l'ego. C'est basé sur le mouvement de descendre de cette énergie-là à travers l'être pour l'amener finalement à produire sur le plan matériel quelque chose qui convient créativement à son être et à ce qui est autour de lui. Un homme sur le plan de l'expérience de l'âme peut avoir une très très belle intelligence et détruire. Alors qu'un homme qui fonctionne sur le plan de l'esprit ne pourra pas détruire. Tu peux pas détruire avec l'esprit, mais tu peux détruire avec l'âme. Parce que l'âme est polarisée. L'âme fait partie des anciennes mémoires. Tandis que l'esprit, c'est une mémoire instantanément créative qui se manifeste constamment, de sorte que l'ego lui-même en vient avec le temps à être
totalement transparent par rapport à cette énergie-là. C'est l'esprit qui crée à travers l'homme, au lieu que ce soit l'âme qui déforme l'homme. Parce que l'âme, elle a une force, elle a une force de déformation, tant qu'elle n'est pas totalement épurée, à cause des mémoires. Donc, l'individu... Quand tu rencontres des gens, par exemple, là, qui ont on parle des génies. Des génies, c'est bien le fun, tu sais. Il y a des génies qui sont réellement géniales, puis il y a des génies qui sont réellement totalement dingues. Il y a des génies qui sentent que ça vient d'ailleurs, cette affaire-là. Donc, ils vont faire quelque chose de créatif avec leur génie. Puis tu as d'autres génies qui vont complètement déformer cette source-là et qui vont créer des choses qui sont totalement... qui vont à l'encontre soit des lois de l'homme ou des lois d'une civilisation. Fait que le terme génie, en tout cas dans mon optique à moi, le mot génie n'est pas nécessairement une fleur que tu peux lancer à une personne. C'est souvent, le mot génie est souvent donné par l'extérieur et non pas par l'individu. Exactement. Exactement. Mais le grand aspect qui m'intéresse, là, c'est le fait que vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des moyens, ni financiers nécessairement, ou autres, pour être créatif. Donc, un individu, tous les gens qui sont ici dans la salle pourraient demain matin ou ce soir sentir une possibilité de créativité à très, très court terme, sans essayer d'évoluer ou d'évaluer les moyens qu'ils disposent. Non, la créativité, ça fonctionne pas de même. La créativité, pour vivre la créativité au niveau d'une conscience créative, là, si on l'amène encore plus loin que mon bonhomme dans le sud, là, si on parle de créativité au niveau d'une conscience créative, ça nécessite une transmutation de la conscience humaine, c'est-à-dire que ça nécessite que l'ego soit testé par sa propre lumière. C'est une fois que l'ego est testé par sa propre lumière, puis que l'ego se désengage et laisse tomber graduellement toutes ses insécurités, cette lumière-là devient encore plus forte, plus grande, ainsi de suite. Sinon, l'ego astraliserait cette énergie-là. Puis tu peux pas astraliser l'énergie de ton esprit, parce que tu détruirais, c'est trop... Ça a trop d'autorité. Ça a trop d'autorité. Ouais, c'est bien dit, ça. Ouais. L'énergie de l'esprit, ça a beaucoup d'autorité. Donc, les gens vivent du karma ou vivent une structure karmique parce qu'ils supportent pas la conséquence de cette autorité-là. Les gens vivent une structure karmique parce qu'ils supportent pas la conséquence de cette autorité-là. Exactement. Comment changeriez-vous? Je disais, j'ai fait de longue distance à quelqu'un hier soir. J'ai dit, écoute, quelqu'un qui avait des gros problèmes au niveau structure, au niveau humain, au niveau existentiel. J'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, ça c'est des gens que je connais, des gens conscients, des gens qui ont une certaine conscience. Puis j'ai dit, il y a toujours une solution à partir de l'esprit. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, si tu t'inquiètes, là, ça fait partie de ton expérience. Puis ton esprit va te casser. Si tu t'inquiètes, ton petit truc de cul, il va te casser. Mm-hmm. Tu peux pas dire ça à une personne qui est totalement astrale, parce que l'esprit, ça leur dit rien. Mais des gens comme ça, là, qui savent que c'est que je veux dire, là, puis qui s'inquiètent, là, que l'affaire marche, qu'il y a quelque chose qui marchera pas, là. J'ai dit, ils vont te casser, Chris, ils vont te mettre à terre. Ils vont te mettre la batterie à terre. L'homme veut travailler avec l'esprit, l'homme veut faire des affaires avec l'esprit, l'homme veut être conscient, puis l'homme veut être ci, puis l'homme veut être ça. Moi, aussitôt qui est testé un petit peu, hop, il perd tous ses moyens. Il est testé dans quoi? Il est testé dans ses émotions, il est testé dans ses insécurités, il est testé dans toute sa merde humaine, là, toute son inconscience, là, toute sa vulnérabilité, là, toute son existentialité, là, tout dans sa petitesse, là, dans son petit crise de bonhomme de marde, là, tu sais. Puis l'homme, il va être grand, puis l'homme va être grand, puis il va être grand, puis il veut traiter avec le grand, puis il veut vivre avec le grand. T'sais. Puis l'homme, il lit des livres, tu sais, la vie des maîtres, puis la vie des maîtresses, toute la crise de patente. Hein. Aussitôt là qu'il s'agit là de réellement travailler avec cette force-là qui fait partie de lui, là, il tombe en pièces. So what's the big fucking deal? Mm-hmm.
C'est pour ça que je dis tout le temps que la spiritualité, un jour, l'homme va comprendre que la spiritualité, puis le désir spirituel, puis je veux ci, puis je veux ça, puis je m'en vais aux Indes, je m'en rencontre des gourous, puis des gouzous. Un jour, ça va vous péter dans la face. Parce que tu peux pas vivre en contact avec ton énergie fondamentale une fois que ça s'ouvre, le canal. Tu peux pas vivre en fonction de ton énergie fondamentale indéfiniment, à court ou à long terme, sans en arriver un jour à être capable d'en supporter le mouvement sur le plan matériel. Sans ça, tu vas être là-dedans, ça. L'esprit peut mener l'individu jusqu'où? Parce qu'on parle de grain. L'esprit peut mener l'individu. D'abord, l'esprit mène l'individu anyway. Que tu sois conscient, que tu sois inconscient, que tu connaisses les lois occultes de l'homme ou que tu connaisses pas les lois occultes de l'homme, l'esprit mène. Puis l'esprit est au-dessus de l'âme anyway. Okay. Puis, fait que si tu fais l'esprit, l'âme puis l'ego, puis l'homme est inconscient de ça, mais il vit l'évolution. Si l'homme rentre dans l'évolution, mais l'homme commence à prendre un petit peu plus conscience de son esprit, l'âme se transmute, elle se clean un peu. Puis finalement, tu as une connexion entre l'esprit, l'âme puis l'ego. Là, tu as une belle fusion. Tu as une relation étroite. Mais dans ce processus-là, il faut que l'ego apprenne un jour à se tasser puis à mettre de côté toutes ces petites niaiseries. Le monde, il dit, ils disent dans la Bible que le bon Dieu prend soin de tous les petits moineaux. Le monde, ils me font mourir. Il prend soin des petits moineaux. Les petits moineaux sont ses arbres pis ils mangent. On est tous des crises de moineaux. Fait que, make up your mind. T'es-tu un moineau ou non, t'es une crotte? Ouais. Fait que si t'es pas une crotte, ben, tu dois être au moins un moineau. Puis apparemment, les moineaux sont corrects. Okay? Fait qu'un jour, il va falloir que l'homme se branche. Puis s'il se branche sur son énergie, ben, une fois que ça descend, cette affaire-là, it takes over. Jusqu'à temps que l'homme est suffisamment intégré pour qu'il y ait une balance entre cette énergie-là et lui. Puis à ce moment-là, ben, l'homme aura une belle créativité, une grande créativité. L'homme ne travaillera plus. Il sera libre. Donc, l'évolution de l'esprit a aucune limite. L'individu qui vit des limites, qu'est-ce qui se produit dans son véhicule? Ça dépend de son statut universel. Si l'individu a un statut universel très, très élevé, ben c'est évident que l'esprit va y faire péter ses limites. Comment? Dans le sens que l'esprit va l'initier. Avec quoi? Ou dans quel contexte? L'esprit va l'initier en fonction probablement d'une science qui va passer soit à travers lui ou qui va passer à travers un autre. Mais l'esprit va passer son énergie d'une façon ou d'une autre pour que cet individu-là en arrive à savoir comment est-ce que ça marche. C'est une science, l'esprit. C'est une science exacte. Donc, ce gars-là, il va être obligé d'en arriver à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, cette science-là. Puis s'il y a une limite, à ce moment-là, quelque part, il va avoir une coupure. Autrement dit, il va avoir comme un plafond. Mm-hmm. Il va avoir comme un plafond, puis là, il va vivre sa vie au niveau de son plafond. Puis s'il dépasse son plafond, ben à ce moment-là, ben il n'y en a plus de plafond. Une fois que l'homme a plus de plafond, ben sa vie, il la connaît, puis oui, est-ce que ça s'en va, puis son travail est en fonction de ce processus-là, mais ça fait partie des lois créatives de l'esprit. Un travail pas de plafond, c'est quoi? Un travail pas de plafond, c'est pas de nos affaires. Un travail qui a pas de plafond, c'est pas de nos affaires. On peut le savoir, on peut avoir des indications, on peut avoir, mais ça devient rendu à ce point-là, t'es même plus intéressé à savoir jusqu'où ça peut aller parce qu'il y a trop d'éléments. Donc, plus l'homme est en contact mental, télépathique avec son esprit, moins il est intéressé à savoir jusqu'où ça peut aller. Il peut avoir une idée, il peut placoter avec, avoir de l'information, mais il vient un point que ça devient totalement inutile parce que ça te donne quoi de savoir ce que tu vas faire dans 20 ans? T'sais, faut que tu saches ce que tu vas faire demain, après-demain, 17, 1 an, 2 ans, 3 ans, là, c'est correct. Mais regarder dans 20 ans, ça commence à être un petit peu élevé. OK? Plus le temps avance, ben moins tu regardes loin, plus tu t'occupes tout de suite. Mais une chose que tu t'aperçois, c'est que sur le plan de l'esprit, sur le plan mental, tout est connu, tout est su, et l'homme vit une programmation créative. L'homme inconscient vit une programmation non consciente, mécanique, pour lui. Puis l'homme conscient vit une programmation créative qui fait en sorte que, éventuellement, il est obligé de sortir du karma du travail, il n'y a pas de choix. Parce que son mental devient trop créatif, donc il connaît trop la game. La vie, c'est une game, c'est une grosse game. Puis quand tu rentres dans le culte de la vie, puis tu commences à connaître les lois de ce qu'on appelle, nous autres, pour le moment, l'esprit, c'est-à-dire ces plans d'intelligence-là qui font partie du monde mental,
tu peux plus vivre la vie comme un rognon. Ta vie, la vie comme elle est supposée être vécue, puis ta vie comme tu veux la vivre, puis ça se connecte. C'est comme s'il y a une connexion, il y a une relation qui se fait entre ton esprit et l'ego. Mais pour qu'il y ait une relation égale entre l'esprit et l'ego, ben à ce moment-là, il faut que l'âme soit transmutée. Ça veut dire que toutes les craintes, toutes les insécurités intellectuelles, émotives de l'âme, de l'ego, faut que ça soit transmuté. Puis il n'y a pas une force comme l'esprit pour le faire, à partir du moment où l'homme a un statut universel suffisamment avancé pour pouvoir rentrer en communication télépathique avec ces plans-là. Parler d'un statut universel, ça semble avoir une importance particulière là, pour le plan de vie de l'individu. Qu'est-ce que vous entendez par statut universel? Un statut universel, c'est une prise de conscience mentale qui permet à un individu en tant qu'ego de réaliser ou de vivre un contact télépathique ou vibratoire avec le plan mental. Un homme qui vit une communication télépathique avec le plan mental, automatiquement, il vit un statut universel parce que sa créativité est en fonction non seulement de sa capacité individuelle de générer sur le plan matériel de l'énergie, mais aussi en fonction de sa capacité créatrice de générer de l'énergie en fonction de l'évolution d'une certaine conscience humaine, à quelque niveau que ce soit en science, que ce soit en psychologie ou que ce soit en n'importe quoi. Un homme qui a un statut universel, s'il est en science, par exemple, mais c'est évident qu'il va créer une science ou des éléments d'une science qui vont créer dans un certain temps un chavirement, qui vont créer un nouvel ordre, et ainsi de suite. Ça, c'est un statut universel. Donc, un statut universel, ça n'a rien à voir avec le karma de l'âme, mais ça a à voir avec l'évolution de l'âme. Donc, il y a des hommes sur la Terre, puis j'en rencontre souvent, qui ont des âmes très, très évoluées. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est la connexion. Puis une fois qu'ils ont la connexion, ben à ce moment-là, ce statut universel-là, il commence à s'appliquer puis à se vivre. Donc, une transmutation des corps subtils qui se fait, il y a une initiation solaire qui se vit, puis éventuellement, il y a une fusion qui s'exécute, puis il y a une prise de conscience qui grandit, puis une intelligence qui devient de plus en plus créative, et ainsi de suite. Mais l'ego est obligé de vivre une transmutation de son centre émotionnel, de son centre mental, pour en arriver finalement à une fusion, à une égalité entre cette énergie-là puis lui. Sans ça, il fait encore partie de l'évolution. Vous disiez tout à l'heure que le mouvement de l'esprit dans l'avenir, c'était pas des affaires de l'ego. Ça voudrait donc dire que le statut universel, on n'a pas à se préoccuper. On peut le savoir, mais on n'a pas à s'en préoccuper. Parce que s'en préoccuper, ça devient égoïque encore. Donc, tu peux savoir quelque chose. Mais là, de là à t'en préoccuper, à ce moment-là, il se forme des formes dans le mental, puis là, ben, l'ego fait de l'overtime. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que la préoccupation que les gens ont de leur travail en termes de succès et de réalisation à venir, ça fait partie de l'âme? La préoccupation que les gens ont face à leur travail fait partie de la survie psychologique et matérielle de l'expérience de l'âme à travers la matière. Qu'est-ce qui engendre cet état de survie dans l'individu? La crainte de l'insuccès ou la crainte de perdre ou la crainte de pas en arriver à une certaine sécurité psychologique ou matérielle dans l'avenir. Ce qui équivaut ultimement, sans devenir symboliste, ça revient à une crainte de la mort. Ah, ça peut s'associer jusque-là. Ben oui, ça équivaut à une crainte d'une finalité. L'homme a toujours craint toujours une finalité. Pourquoi est-ce que tu penses que l'homme se prend des assurances puis il se book pour 65 ans? Puis l'homme se prend toutes sortes de sécurité pour mort. Ça fait partie de la crainte de la mort. Un homme qui n'aura pas la crainte de la mort dans le sens symbolique du terme ou psychique du terme, il ne pourra pas vivre ça de même. Il vivra ça d'une autre façon. Sans karma, l'individu qui a 65, 70 ans pourrait être encore créatif. Oh, ben, c'est évident. Puis encore bien plus. Un homme qui a 100 ans, puis qui n'a pas de karma dans le travail, c'est une bombe, c'est une planète. Parce qu'un homme peut accumuler d'énergie puis d'intégration d'énergie en passant de 30 ans à 100 ans. Un homme, là, conscient, sans terre, qui n'a pas de karma en 100 ans, là, il devient une marque mondiale forever. Une marque? Une marque. Une marque. Il marque le monde. OK. À cause de quoi? À cause de sa puissance. Mais quelle puissance qu'on peut avoir à 100 ans? Quelle puissance qu'on peut avoir à 100 ans? 100 ans, oui. Un homme rendu à 100 ans, il doit être un homme rendu à 100 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans, qui a vécu une transmutation de ses corps, là. Puis une fusion suffisamment élevée, ben, il peut aller en public aux Nations Unies, parler au monde, apparaître, disparaître, puis ça le marque pour 100 ans, tout le monde.
Donc, quand vous parlez vraiment de développement du travail dans un être humain, on voit vraiment que vous accordez aucune importance aux critères que les gens donnent à la sécurité, les plans de retraite et ces choses-là. Non. La retraite, Non. qu'est-ce que ça a comme conséquence dans le corps émotionnel d'un individu? C'est pas ça que je dis. L'homme fonctionne en fonction de son intelligence. L'homme a besoin, un homme aujourd'hui qui se préparera pas à la retraite ou qui se donnera pas des plans de sécurité, un homme évolutif, je parle, il sera pas intelligent. Fait qu'un homme qui se fera pas des petites économies à la banque, il sera pas intelligent. Mais je parle de l'homme conscient de l'avenir, là. Ouais. Tu peux pas t'imaginer un homme conscient à l'avenir qui va commencer à se mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Il peut pas fonctionner de même. Il pourra pas fonctionner comme ça. D'ailleurs, un homme conscient peut pas accumuler de l'argent parce qu'elle va toujours y sortir. L'esprit va toujours faire quelque chose avec. Mm-hmm. Un homme conscient peut pas être riche. Il peut être à l'aise, là, il peut balancer ses corps. Mais accumuler des fortunes d'un compte de banque, là, son esprit est trop créatif. C'est un manque de créativité d'avoir de l'argent en banque. Continuez. C'est un manque de créativité d'avoir de l'argent en banque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ceux qui sont créatifs avec les gens qui mettent de l'argent en banque, ce sont les multinationales, des banques qui sont créatives avec eux autres. Okay. Mettre de l'argent en banque, c'est la créativité. C'est un manque de créativité. C'est terrible, mettre de l'argent en banque. Mais c'est nécessaire pour l'homme inconscient de se mettre de l'argent en banque. Faut que tu regardes des deux points de vue. Oui. Je parle de l'homme conscient. L'homme inconscient qui se met de l'argent en banque, c'est nécessaire. C'est bon, je suis en train d'enseigner ma petite fille, moi, à mettre de l'argent en banque. Mais pour un homme conscient, quand je parle conscient, là, je veux dire qu'il travaille avec son esprit par télépathie, là. Faut pas mettre de l'argent en banque. Ils te laisseront jamais mettre de l'argent en banque. Ils vont toujours engendrer pour voir si t'es capable de vivre dans le vide plein. L'esprit te donne jamais l'occasion de te faire une sécurité avec ton passé. L'esprit, il y a rien de plus chien que l'esprit. L'esprit, tu sais, j'ai déjà dit, il y a rien de plus intelligent que d'intelligence. Ouais. Bon, ben, c'est ça. L'esprit, c'est tellement intelligent que quand ça fonctionne à travers l'ego, il peut pas fonctionner en fonction ou par rapport au passé. Il est obligé de toujours aller de l'avant pour ouvrir d'autres voies, d'autres façons. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. L'ego vient complètement affolé dans une condition comme vous le démontrez. C'est parce qu'il y a définitivement quand le contact entre l'homme et le plan mental se fait ou se fera, c'est évident que l'ego va manger une claque. C'est normal. Il veut un petit peu de folie. Tu veux un petit peu de folie. Tu as l'impression que tu es en train de capoter sur le temps. Ouais. Mais dans le fond, tu sais que tu l'es pas. Mais dans le fond, tu n'es pas sûr que tu l'es pas. Parce qu'il te teste, comprends-tu? C'est comme, tu peux être plugué à Beauharnois, mais tu peux être plugué à l'Hydro-Québec aussi, à Manic. À Manic. Fait que si quand t'es plugué à Manic, tu commences à être pas mal Manic. Mais avec le temps, tu t'habitues. Fait que ton corps, il devient de plus en plus gros. Fait que ton canal grandit, puis grandit. Finalement, t'es capable de dealer avec ça. Fait que quand t'es capable de dealer avec ça, la vie sur la planète Terre, c'est une affaire d'enfant. Le succès vu par l'esprit, ça se présenterait comment? Le succès vu par l'esprit? Oui, on dit souvent un individu qui vise une carrière, il n'est pas toujours conscient, à moins qu'il écoute la conférence ce soir, il n'est pas toujours conscient du fait d'être capable de toujours développer des nouvelles activités ou des nouvelles ressources, parce qu'il n'y a pas de compte de banque. Et puis, le succès, lui, qui est très important pour l'ego, la finalité dans une carrière, vu par l'esprit, c'est quoi ça, le succès? Ben, le succès, c'est le besoin de l'ego. Ça fait partie de l'illusion nécessaire de l'ego. Un ego qui n'aura pas de succès dans la vie, il sera réellement déprimé. C'est ce que les hommes ont de besoin, c'est nécessaire, on peut pas leur enlever ça. Mais si l'homme se conscientise, l'esprit enlève ça. Parce que le succès est remplacé par de la créativité intégrale. Il n'y a plus de montant en or après 50 ans de travail. Non, il n'y a plus de montant en or, c'est évident, parce que il fonctionne plus pareil. Donc, l'individu est en succès constant, de la façon que vous dites. Pour lui, il est constamment créatif. Vous, si vous me dites, moi, je suis Bernard Montréal, vous avez du succès dans la vie. Moi, ça me dit rien, ça. Okay. Qu'est-ce que tu veux que ça me dise, du succès dans la vie? Parce que je suis plus capable de penser en termes comme ça. Peut-être pour vous, j'ai du succès, mais pour moi, ça résonne pas dans le temps. Si vous me dites, vous êtes créatif, ça arrête pas
Ouais, on m'a dit, ouais, c'est vrai, ça n'arrête pas. Mais du succès, ça n'a aucune... C'est une notion qui m'est totalement étrangère, qui m'est totalement inutile. Mais avant ma fusion, c'était utile. C'est pour ça que chez l'homme inconscient, involutif, ces notions-là sont bonnes. Mais si l'homme passe de l'involution à l'évolution, l'esprit va faire sauter ça. À ce moment-là, les sources de motivation pour les gens, disons, qui passent à un certain état de conscience, sont fondées sur quoi? Il n'a pas de motivation. Un homme conscient n'a aucune motivation. Aucune motivation. Non, il y a de la puissance, mais il n'y a pas de motivation. Puis avec la puissance, on s'en va pas, on se motive pas à quelque chose. Avec la puissance, tu crées. La motivation, c'est de l'esclavage psychologique qui est créé par les corporations, par les managers, par les gens, pour se tirer de tout et tout ce qu'ils peuvent. C'est du vampirisme psychologique. C'est de la grosse manipulation humaine. C'est anti-intelligence individuelle. Quand t'es rendu que t'es obligé de motiver quelqu'un à faire quelque chose, motiver quelqu'un à vendre, ça veut dire que t'es pas assez intelligent pour vendre par toi-même. Faut qu'on te motive. Mm-hmm. T'es obligé de motiver le monde à être mécaniquement créatif d'une corporation. Sais-tu que tu motives un gars de même pendant 10, 15, 20 ans, il devient burn-out? Il n'y a rien de pire que la motivation, puis c'est rendu la grande religion du commerce. Je comprends, les fortunes. Comment tu veux que... C'est terrible, la motivation. Puis les compagnies de non de besoin, ils engagent des spécialistes en motivation. Tu vois-tu un gars me motiver? Moi, je suis pas motivable. Moi, je me dis, mange donc la merde. Motiver. Donc, la motivation, ça fait partie des lois expérientielles du travail, de l'évolution. Puis au niveau de l'évolution, l'homme peut pas être motivé. Comment est-ce que tu veux motiver un homme qui est une bombe? Comment est-ce que tu veux motiver un homme qui est en puissance? Comment est-ce que tu veux motiver un homme qui est totalement créatif? Comment est-ce que tu veux motiver un homme qui a pas besoin de tes idées de succès? Comment est-ce que tu veux motiver un homme qui pense même pas? Comment est-ce que tu veux motiver un homme qui a rien de besoin au niveau de l'ego pour se sécuriser en tant que penseur? Ça se motive pas, un homme confiant. C'est un cas pour une entreprise, un type d'individu. J'essaie de faire des conditions. C'est pour ça qu'un homme conscient peut pas travailler dans une entreprise involutive. Il va travailler dans une entreprise évolutive. Est-ce qu'on pourrait dire que les entreprises telles qu'elles sont construites aujourd'hui empêchent l'individu de devenir conscient? L'individu peut pas devenir conscient au niveau social. La conscience, c'est une affaire entre toi et ton double, ça. Toi et ton esprit. Si un homme qui est marqué un jour pour être conscient, il va se conscientiser, c'est inévitable, ils vont en faire la connexion. Mais sinon, l'homme est voué à l'expérience de l'âme. Est-ce que l'individu est obligé de se retirer de l'entreprise pour se donner l'occasion de situer sa créativité, ou s'il peut apparaître cet état de conscience-là à l'intérieur de l'entreprise? Ça peut apparaître n'importe où. Moi, ça apparaît quand j'étais à l'université. Fait que j'ai sorti de l'université. Ça m'a sorti de l'université. J'étais à bonne université, moi. J'étais quand même pas un cave. J'aurais pas été un bon ingénieur. Mais, quand cette affaire-là, quand t'es prêt à manger tes œufs de l'après-midi, cette affaire-là se présente. C'est final, oublie-la, l'université. J'ai dit, quand est-ce que m'envoie mon doctorat? Ils ont dit à 40 ans. Puis là, j'avais 29 ans dans ce temps-là. 40 ans. J'ai dit, c'est long, 40 ans. Il dit 40 ans. Sais-tu quand est-ce que j'ai commencé à faire mon travail? À 40 ans. Quand j'ai commencé à parler en public, ils ont dit, tu l'as ton doctorat. Fait qu'ils sont bêtes de même. C'est pas un papier, c'est pas une reconnaissance sociale. Non. C'est pas une reconnaissance sociale. Bon, si on parle justement de cet aspect-là, la reconnaissance sociale, les gens sont victimes, dans un sens, de cette reconnaissance sociale. Comment l'individu peut-il se reconnaître pour faire face à la puissance de la reconnaissance sociale? La puissance de la reconnaissance sociale, pour l'homme inconscient, c'est nécessaire parce que ça lui permet, au niveau de l'ego, d'avoir une certaine fierté de lui-même, puis sur le plan de l'émotion, de bénéficier d'une certaine valeur face à son ego. Fait que ça, c'est très bon. Seulement que si l'homme passe de l'involution à l'évolution ou de l'inconscience à la conscience, c'est évident que toutes les valeurs positives de sa conscience travailliste, existentielle, involutive, vont être mises en question par le processus de fusion ou par le processus d'ouverture de ses centres. Il n'y a pas de choix. Mais est-ce qu'un individu qui, disons exemple, aborde le phénomène de conscience, de développement de conscience, peut aller à l'université étudier, aller chercher une maîtrise ou un diplôme dans le notariat, avocat ou quoi que ce soit? Ben oui, mais ça dépend de son plan de vie. Ça n'empêche pas ça. Non, évidemment.
Si l'homme dans sa conscience a besoin, si l'homme dans sa plus grande conscience doit faire un travail créatif dans ce domaine-là, que ce soit en médecine ou en jurisprudence ou dans la plomberie ou whatever, sa vie sera pas à changer là. Mais s'il doit sortir de la médecine pour devenir un menuisier, il va sortir de la médecine puis il va devenir un menuisier. Ben à ce moment-là, la seule différence, c'est la valeur qu'on accorde aux études qu'on fait, exemple. La valeur qu'on accorde aux études qu'on fait partie de l'attribution psychologique et psychique du pouvoir de l'âme à travers l'ego pour le bénéfice de l'expérience de l'homme et le bénéfice de l'expérience de l'âme sur le plan d'accumulation des impressions. L'individu conscient, lui, n'accorde plus aucune valeur à cet élément-là. Non, parce que ces valeurs-là sont détruites par le contact. C'est le contact avec l'esprit qui neutralise le pouvoir magnétique de l'âme sur le mental humain. Un homme qui est en contact mental ou télépathique avec sa source, le double ou l'esprit, appelez ça comme vous voulez, il peut pas voir la vie comme il la voyait avant. D'ailleurs, la nature de son mental est changée, sa façon de penser, sa façon de voir. Puis s'il y a communication télépathique, mais c'est encore pire. Parce que les autres, quand ils parlent pas comme nous autres on parle. Ils voient pas les choses comme on voit. Il y a absolument rien qui vient du plan mental qui est vu comme nous autres on pense. La façon qu'on pense, nous autres les hommes, puis la façon que l'esprit sur le plan mental voit les choses, c'est totalement différent. Assez que ça devenait fatigant parce qu'ils ont toujours raison. T'sais, ils vont dire, bon, ben, dans 3 mois, il va se passer telle chose en Chine. Puis dans 4 semaines, il va se passer telle chose à Montréal. Puis tu vois tout le plan développé, puis effectivement, tout est su, tout est connu. C'est une grosse game. La vie, c'est très, très occulte. Fait qu'à ce moment-là, quand il s'agit de ta vie à toi, puis qu'il te parle de ta vie, là, tu vois, ben, parle-moi donc de moi. Je te mets ça sur la table vite, là. L'esprit te met ça sur la table vite. Donc, l'esprit peut aller te faire des études la même façon qu'il pourrait te faire acheter une automobile. La valeur accordée à l'importance d'une réalisation est complètement dissoute de la façon que vous parlez. Là. Savez-vous pourquoi est-ce que vous me posez des questions comme ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Un jour, aujourd'hui, dans notre civilisation, on parle du mot esprit. La seule raison qu'on utilise le mot esprit, c'est parce qu'on est des êtres totalement ignorants. Puis on n'a pas accès à nos véhicules subtils. On n'a pas accès au corps astral. Ou si on a accès au corps astral, on n'a pas accès au corps éthérique. Bon. Donc, on n'a pas accès au monde parallèle. Donc, on n'a aucune idée comment est organisé l'univers sur d'autres plans. La science nous a permis depuis un certain nombre d'années de réaliser que de la lumière, que des longueurs d'onde, que des forces électromagnétiques qu'on ne voit pas avec l'œil, qui sont enregistrables. Ça existe, on l'admet. OK. Au niveau des autres mondes, c'est la même chose. Fait qu'on s'imagine qu'en dehors de l'espace-temps matériel, là, c'est de la petite fumée. On réalise pas que sur le plan astral, il y a des entités qui évoluent, puis que sur le plan mental supérieur ou sur le plan éthérique, il y a des intelligences qui évoluent, qui ont jamais eu d'expérience dans un corps matériel, ça fait pas partie de leur vie, de leur expérience. Sont sur le plan mental, sont dans des mondes de lumière, eux autres, puis nous autres, on est ici. Puis entre eux autres, puis nous autres, il y a le plan astral, le monde des morts, puis ça se promène de même. T'sais. Fait que notre conception de la vie est extrêmement limitée par nos sens. Mais une fois que c'est cassé, ça, que on va au-delà de ça. Mais à ce moment-là, on s'aperçoit que qu'est-ce que c'est de l'esprit? D'abord, ce sont des intelligences. C'est de l'intelligence, ce sont des intelligences, ce sont des êtres de lumière. Puis qui travaillent en directe relation avec l'homme. Puis quand on va plus loin, on s'aperçoit que leur fonction, comme le dit si bien d'ailleurs la cosmogonie d'Urantia, c'est... je peux-tu continuer là? Fais-moi non ça musique. Là. Même si ça n'enregistre pas, c'est pas grave. Comme le dit si bien la cosmogonie d'Urantia, ils les appellent les ajusteurs de pensée. L'esprit, c'est un ajusteur de pensée. Le double, c'est un ajusteur de pensée. Leur job, c'est d'ajuster la pensée de l'homme. Bon, un jour, il va falloir que l'homme réalise que la pensée, ça vient pas simplement de la physico-matérialité ou chimique de son brain. La pensée, c'est une longueur d'onde, c'est un rayonnement qui vient des plans qu'aujourd'hui on appelle surnaturel, parce que tout est surnaturel, nous autres. Aussitôt que ça n'a pas 4 pattes et une queue, c'est surnaturel. Bon, OK.
Fait qu'un jour, on va grandir, là. On a grandi depuis le 19e siècle, là. Le 19e siècle, la télévision, ça nous aurait fait sauter. Aujourd'hui, c'est normal. Même, on en voudrait des plus belles, des plus fortes, puis des plus... Bon. Fait que dans 200 ans, là, tu sais, quand on va pouvoir développer des systèmes, des technologies qui vont pouvoir communiquer avec les morts. On va être habitué, on va être content. Tu vas être content de communiquer avec ta grand-mère qui est morte de 200 ans. Bon. Mais là, ça nous énerve. Tu sais, parce qu'on est encore au niveau de la science mécanique, là. On n'a pas passé au niveau de la technologie matérielle.